Voilà, donc nous, on a l'immense chance d'avoir un petit laboratoire en Alsace qui s'appelle Duo Œnologie, parce qu'au début, on était que deux. Et merci. Et on a l'immense bonheur de travailler dans une région qu'on adore, avec des vignerons extraordinaires, des vigneronnes aussi tout aussi extraordinaires. Et voilà, donc on est 5, on est 4 œnologues conseils sur le terrain. Donc moi-même, Xavier, Delphine, Marc, et une responsable au laboratoire qui nous fait la R&D et un petit peu la gestion du laboratoire. Donc nous, on a le bonheur de travailler à peu près avec, je dirais, 70% de la clientèle en agriculture biologique, une très grosse part en biodynamie. Alors biodynamie avec différents échelons, et des problématiques également de vin nature, de vin sans sulfite, et de vinification, on va dire, très alternative ou hors norme. Donc on a essentiellement de la clientèle en Alsace, et un petit peu, quand il faut partir en vacances, on va en Auvergne et dans le Beaujolais, parce que c'est des régions qu'on aime bien. On boit beaucoup de gamay, alors il faut sécuriser les approvisionnements. Voilà. Donc là, on a essayé de placer notre travail d'œnologue dans la compréhension des mécanismes, dans le respect de la matière première, parce que ça nous semble très important. Vous travaillez toute l'année pour essayer d'avoir des beaux raisins qui viennent souvent d'endroits remarquables, même s'il manque des arbres. Et du coup, faut avoir conscience que vinifier, c'est un processus qui est vraiment fabuleux à regarder, à observer, à goûter les différences, mais que les gestes qu'on va avoir, tous les gestes qu'on va avoir dans la cave vont être des gestes soustractifs. C'est-à-dire que vous avez un potentiel, et puis le fait de presser, le fait de dégrapper, le fait de débourber, le fait de soutirer vont être des gestes qui vont enlever. Alors quelquefois, voilà, on enlève un peu de trouble pour amener des vins plus clairs à la clientèle. C'est une démarche, mais il faut toujours avoir conscience que voilà, on enlève à cette matière, et voilà. Donc la création du laboratoire, c'était pour répondre à ces problématiques de compréhension, de pas être dans de l'œnologie soustractive, additive, un peu comme ce qu'on peut voir en pratique. C'était d'avoir des outils de compréhension des phénomènes, de pouvoir être placé dans l'observation avec des outils scientifiques, et puis également avoir le champ pour laisser les gens s'exprimer, leur potentialité, voir un peu ce que les raisins allaient donner. Et c'est vrai qu'on a la chance de bosser avec, d'accompagner des gens qui sont de l'usine à vin de la cave coopérative qui unifie 90 000 hectos à des gens qui vont avoir des démarches très paysannes avec même pas un tracteur sur l'exploitation, quoi. Et voilà, à titre personnel, je fais un petit peu de vin pour moi, ça suffit à peine. J'ai trouvé des gens inconscients pour me confier une vigne que je travaille avec bonheur. Enfin, je ne sais pas si travailler est le terme que mes voisins coopérateurs emploieraient au sujet de l'état de ma vigne, mais bon, voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de choses, d'aide, parce que j'avais vu une conférence avec Pierre Masson et Jean-Michel Fleurin l'a répété hier. Il paraît de plus en plus difficile de mettre des arbres ou de la vigne en culture. On a des écueils, on a besoin de choses où l'homme redevient au centre dans le geste, dans la décision, dans la conviction. C'est un mot qu'on a entendu hier. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu la même chose en vinification, c'est-à-dire qu'on a des vinifications qui, indépendamment des critères esthétiques ou commerciaux, vont être de plus en plus délicates à mener, de plus en plus difficiles. Nous, on a en Alsace, on en a entendu parler tout à l'heure, mais les difficultés à mener des fermentations jusqu'au bout, à bien, dans un temps qui semble à peu près acceptable. Et c'est là où c'est intéressant, nous, dans le travail de laboratoire, c'est que même en agriculture conventionnelle, avec des gens qui s'autorisent des listes d'intrants qui ressemblent à une liste de supermarché, ça marche pas quand même. Donc malgré le fait qu'on utilise des écorces de levure, des levures sélectionnées ou tout l'arsenal œnologique, ça fonctionne pas forcément. On a quand même des écueils.
Et voilà. Donc je vais reprendre quelques petites choses où nous on aime bien ces caractéristiques d'indépendance, des ressources qui viennent de chez vous, donc qui correspondent à votre éthique, à votre façon de produire. Et voilà, donc ça coûte rien, ça vient de chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher ailleurs. C'est conforme à vos idées de production. Et puis c'est souvent aussi, même intellectuellement, des solutions, des alternatives ou des gestes qui vont être élégants parce que vous y avez remis de la pensée. Voilà. Donc les premières ressources œnologiques, c'est les gaz. On en a un tout petit peu parlé, l'oxygène. On va pas détailler là maintenant parce qu'on a été un petit peu écourté, mais l'oxygène est vraiment important dans nos vinifications, notamment, je dirais primordial parce que c'est vraiment c'est pour la formation de la biomasse levurienne et également la capacité de la levure à pousser la fermentation, aller jusqu'au bout sans embâge. L'oxygène est vraiment important. Donc là, voilà, donc ça c'est juste l'oxygène de l'air. C'est une ressource. Après, voilà, les vasques me plaisent bien parce qu'elles permettent de faire rentrer pas mal d'oxygène tout en dégazant le vin. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà. Alors nous on avait aussi face à des problématiques, on avait le gaz carbonique. Alors vous pouvez utiliser du gaz carbonique en bouteille, hein, c'est lourd. Il faut payer une redevance à Air Liquide, c'est génial. Et on se dit voilà, pourquoi pas utiliser le gaz carbonique qui est directement présent chez vous. Donc évidemment pour faire des inertages. Et quand on a commencé à réfléchir un petit peu là-dessus, et puis à voir un peu, on a souvent des vignerons qui font « Oh yo, c'est quand même extraordinaire, hein, comment ça sent au-dessus de la cuve de muscat. Hein. » Il y a un fruit, il y a quelque chose dans ces gaz de fermentation qui sont un petit peu, qui sont des choses quasiment magiques. Il y a des parfums qui sont vraiment extraordinaires. Et donc on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser ? Il y a un côté, une force de vie, un élan et une réduction également, donc qui vient avec la fermentation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des essais sur des vins qui avaient des goûts d'évent, sur lesquels on avait fait des essais, des sulfitages, des collages, ce genre de choses. Et on n'arrivait pas à faire passer des oxydations qui étaient, on va dire, assez rédhibitoires, pas très jolies, pas comme celles des vins du Jura qu'on a pu goûter ces derniers temps. Et donc on a juste piqué le gaz carbonique au-dessus d'une cuve qu'on a fait buller dans des cuves qui avaient qui étaient jugées comme un défaut par le vigneron. Et là ça a été assez magique, hein, le fait d'avoir remis ce gaz carbonique, cette vie, tous ces arômes et certainement des composés réductifs et également le petit élan de la fermentation de la cuve d'à côté. On avait des résultats qui étaient plus réjouissants et beaucoup plus sympas que ce qu'on pouvait avoir avec des réponses œnologiques classiques, quoi. Donc ça, c'est des pistes où on se disait, voilà, on peut être face à des impasses qui sont techniques ou qui semblent, voilà, où on va se dire, on va avoir des gestes qui seront pas forcément intéressants parce qu'un vin éventé, vous lui mettez 4 grammes de soufre, vous avez juste un vin éventé avec 4 grammes de soufre total en plus. Donc si on peut faire autrement et gratuitement, voilà, c'était des petites pistes. Donc c'est des choses qui sont dans vos caves et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Alors sur la gestion des fermentations, justement, qui nous occupe énormément. Alors en Alsace, on a des magnifiques pressoirs pneumatiques. Alors c'est très beau, c'est facile à nettoyer, etc. Mais on se rend compte que par rapport à des pressoirs traditionnels, soit les pressoirs verticaux ou même les pressoirs à plateau, on a des jus qui sortent très très propres et on se pose un peu la question de l'extraction, de la qualité d'extraction qu'on peut avoir avec ça sur des vinifications en blanc. Et notamment on en a un petit peu parlé, mais cette pruine là qui a une sorte de richesse grasse autour du raisin qui nous semble primordiale dans la gestion de la fermentation. C'est riche en acides gras, pas que, il y a aussi des arômes, plein de sels minéraux. Et cette zone-là, je dirais qu'avec les pressoirs modernes, on a du mal à aller la chercher, ou alors il faut énormément de temps. Et voilà, si France Agrimaire veut financer le retour des Vasselins que vous avez vendus, ça serait assez intéressant de les récupérer maintenant qu'ils sont tous en Roumanie. Mais
faudrait essayer. Hein. Alors, dans ces ressources œnologiques, alors, on s'est dit, voilà, un vin rouge a toujours tendance à fermenter un peu mieux. Certes, il y a un peu plus de turbidité. Certes, il y a un peu plus de chaleur. Mais on pense que la présence du marc, la présence du raisin, va être assez déterminante là-dessus. Donc on a commencé avec pas mal de vignerons, notamment des gens qui avaient vu des vinifications en Géorgie où c'est pratique, donc de revinifier du blanc en présence de marc. C'est-à-dire vous pressez le raisin et puis sous le pressoir, vous allez grapper si vous avez encore les rafles, ou alors vous allez utiliser du raisin frais que vous allez mettre dans les cuves. Pratiquement ça se fait très très bien. Vous avez les œnologues ont inventé les copeaux et le sac à copeaux qui va avec. Donc si vous voulez pas pomper les raisins, vous pouvez les mettre dans les gros sacs. Peut-être vous les utilisez pour faire vos tisanes. C'est les gros sacs en polyéthylène là, qui sont alimentaires, qui sont très pratiques. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait une richesse levurienne sur ces petits raisins qui fermentaient. C'est absolument fabuleux, quoi. Vous allez voir, vous les sortez de la cuve après fermentation, vous avez une lie qui est toute fine. Ils sont quasiment peints de levure, tout blanc. Alors dans les hypothèses de travail par rapport à ça, c'est que le marc va déjà jouer un peu gîte et couvert pour la levure. Parce qu'on a des mous qui sont de plus en plus difficiles à fermenter. Je pense qu'on a des déficits en nutriments globalement. Hein, c'est pas que l'azote, et des degrés alcooliques qui montent. Et donc le fait d'avoir des levures bien nourries ça va déjà également activer les fermentations. Et on a également, pour les gens qui ont des grosses cuves, la pression de gaz carbonique qui pose problème dans la gestion de la fermentation. Donc le fait de mettre du marc, vous avez le gaz qui s'accroche facilement, les petites bulles qui s'en vont et nos levures qui travaillent dessus, quoi. L'effet support me semble important. C'est des mécanismes qui sont décrits dans plein de phénomènes microbiologiques. C'est des choses qui sont vraiment oubliées de l'œnologie. Voilà, donc on a de plus en plus de vignerons qui, au moment des vendanges, vont égrapper un petit peu de raisin, nous les remettre dans les cuves pour aider à finir les fermentations, pour aider à avoir des vins secs, pour éviter d'avoir à les tripoter plus tard, quoi. Quand on reste sur des doses modérées, on marque pas les vins, quoi. Et puis il en reste assez pour faire du schnapps après, donc ça va. Vous allez avoir... nous, on a utilisé aussi les marcs, alors des jolis marcs, de raisins bien mûrs. On les a utilisés également sur des problématiques où on avait des vins qui étaient contaminés, un goût de fût ou ce genre de choses. Un goût de logement, ça peut arriver. Des goûts de champignons, des choses comme ça. Et on les a utilisés en les mettant un petit peu pareil dans des vins, soit qui avaient des défauts. Qu'est-ce qu'on avait aussi ? On avait aussi pas mal de vins qui avaient été, par exemple, vendangés très tôt parce que les conditions sanitaires l'exigeaient. Et donc là, vous avez des vins où le vigneron, par rapport à ce qu'il produit d'habitude, il y a un creux, ça manque de matière, etc. Donc là, on a utilisé les marcs de jolies parcelles de raisins ramassés un petit peu plus tard pour pouvoir essayer de compenser un peu ça. Et voilà. Donc pour nous, le marc, le raisin, reste une richesse et permet quelquefois, plutôt que de faire appel à de l'œnologie classique, subtractive, additive, etc., permet de composer certains problèmes. Sur des vins qui ont beaucoup de volatiles, nous ça nous arrive vraiment jamais, surtout chez les gens qui utilisent pas ou peu de soufre, mais quand vous avez un vin un petit peu squelettique avec un déficit de matière, et qui en plus se chope une grosse volatile, le marc va le fait de ramener un petit peu de matière, un petit peu de tanin, un petit peu de tout ça peut également augmenter un peu la matière, et plutôt que de dire on va diluer la volatile, etc., en assemblant, on va remonter un peu la structure, ce qui fait qu'après on arrive à plus facilement, ce qui pouvait paraître piquant devient un avantage, et vous avez juste un vin qui monte un escalier, qui devient un peu plus costaud et qui va supporter cette acidité volatile, quoi. Voilà, donc les marcs sont intéressants.
Alors, si on les utilise en activateur de fermentation, ouais, juste avant au moment du débourbage, on va juste voilà, les mettre dans la cuve avant de le faire. Et puis ça peut rester. Hein, on a des gens qui vont vinifier sans sous-tirage après les fermentations pour la plupart, mais une fois que c'est infusé, c'est infusé. Hein, c'est comme le thé. Une fois que vous êtes au bout du truc, c'est fini, quoi. Alors j'ai encore jamais trouvé quelqu'un qui voulait faire des infusions de rafle. Je suis persuadé que c'est pas forcément si mauvais que ça, mais bon, pour le moment, on n'est qu'en égrappé. Ouais. Si tu veux essayer juste les rafles, et puis on peut faire chez toi, surtout Riesling Grand Cru. Nous, on va utiliser entre 500 grammes, 1 kg, 1,5 kg hecto. Mais c'est en fonction un peu de la taille du sac et de la motivation de l'égrappeur, quoi. Oui. Tout à fait. Ouais. Enfin, on a essayé avec des marcs qui avaient fermenté, qui étaient réservés pour le schnapps, mais ça sent un petit peu fort quand même. Mais on va plutôt prendre des marcs frais. Mais si vous avez une cuvée qui sent mauvais et que vous n'avez pas mis en bouteille, vous avez l'année d'après pour le rattraper, quoi. Ça peut être fait aussi, je veux dire, début de vendange, c'est vrai que nous, on peut avoir des créments, des choses comme ça. Les gens déclenchent les vendanges, vont nettoyer, entre guillemets, la jeune vigne sensible qui a pris le botrytis un peu tôt ou qui a été vendangée un peu tôt. Et là, vous avez les mares des vendanges qui se continuent et qui peuvent être utilisées, quoi. Alors ça se congèle très bien. Ouais. Ouais. Mais on va le voir parce qu'il y a déjà après, il y a la lie dans le congélateur. Alors après, ça commence à prendre pas mal de place. Donc nous, on a essayé de travailler aussi pas mal avec les lies. Hein, vous connaissez tous l'utilisation qu'on peut en faire. Voilà, c'est un concentré de levure. Ça a aussi une belle capacité réductrice. Vous le savez tous. Ça peut être intéressant de les utiliser. C'est des ressources qui sont vraiment très qualitatives. Vous allez vraiment avoir d'une part des micro-organismes qui sont encore vivants. C'est vrai qu'on a une image très statique de la levure dans le vin, elle fermente, elle meurt. Non, en fait, la lie, elle est toujours vivante. Hein. Vous avez beau même sulfiter à dose modérée, les levures mettent vraiment, vraiment beaucoup de temps pour mourir. Donc, des vins conservés pendant 1 an, la lie conserve son pouvoir fermentaire. Hein. Enfin, sauf si vous y allez comme des fous avec les soufres, mais ça, bon. Et donc ça, la lie va avoir des pouvoirs. On utilise énormément la lie, les lies en général, pour dans notre clientèle quand on a des vins qui sont soit réduits, soit oxydés. En fait, vous avez quand il y a un vin qui hésite un peu entre les deux ou qui va trop d'un côté, c'est vrai que la lie donne un pouvoir tampon. Va venir tamponner tout ça, et sur des vins à souci, à réduction marquée ou à oxydation, on arrive à les faire revenir. Donc on avait pas mal dans les habitudes un peu alsaciennes, je dirais qu'on avait beaucoup de gens qui aéraient les vins. Vous aviez une réduction, hein, même avec les jolies levures, le joli travail du sol, etc. Vous avez une réduction typiquement là janvier-février, et là le vigneron commençait à aérer la cuve, et en avril-mai, le vin il gardait sa réduction parce que vous l'aviez fixé avec l'oxygène que vous aviez pris, et puis l'oxygène que vous aviez dissous commence à oxyder le vin. Donc vous aviez un vin réduit et oxydé, et puis vous aviez fait des remontages pour rien du tout. Donc ce qu'on préfère utiliser, et on a la majorité de même nos clients conventionnels font comme ça, ils vont utiliser les lies, ils vont les oxyder, ils vont les attendre un petit peu, les mettre dans un petit seau, passer de temps en temps devant, leur faire prendre un peu d'oxygène, aller très loin sur l'oxydation de la lie, hein, quand ça commence à ressembler à de la pomme ou à du vin du Jura, ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Et donc on les remet par-dessus. Et vous avez un très bel effet collage et des effets qui sont intéressants parce que vous apportez pas d'oxygène à des vins qui sont déjà fragilisés. Si les vins commencent à marquer des réductions, etc., c'est souvent par déficit dans la rusticité, dans la tenue de l'oxydoréduction. Alors nous, on avait un autre souci en Alsace, c'est parce qu'on fait beaucoup de créments.
Et donc on a beaucoup de gens qui veulent faire des prises de mousse avec le minimum d'intrants possible, quelquefois avec des sucrages, soit avec un vin qui a conservé des sucres, soit avec du jus de raisin. Donc ça nous permet de faire des créments sans intrants. C'est assez satisfaisant au niveau intellectuel, mais aussi au niveau gustatif. Donc dans des soucis d'indépendance. Et donc ça, on avait lancé un essai. On s'était dit, bah voilà, on va essayer de voir un peu ce qui se passe dans la capacité de conservation des lits, pour justement se dire, on va pouvoir relancer des fermentations plus tard, quoi. Bon, on devait faire le 16 octobre 2015 un essai à 1 an. Mais notre chef labo était en train de nous faire un beau bébé à ce moment-là, donc on n'a pas les résultats. Il faut qu'on les fasse maintenant. Mais ce qu'on voit, c'est que voilà, dans des optiques soit de levain différé, de reprise de fermentation différée, ou des prises de mousse sans levure sèche active. Je sais qu'en Demeter, par exemple, c'est la seule tolérance. C'est le levain et sous autorisation et la prise de mousse. Vous pouvez utiliser des levures tristes en sachet carré, mais si vous avez des jolis lits de fermentation, c'est des bonnes alternatives et c'est des bonnes utilisations que vous pouvez avoir. Et là, le congélateur est tout à fait indiqué. Et vous pouvez même congeler un peu de marc avec, pour quand vous allez les réacclimater, les mettre aussi avec des nutriments, des effets de support, etc. Donc on a quasiment pas de mortalité suite à une congélation. C'est assez marrant parce que c'est des choses où c'est des données qu'on a retrouvées dans des vieilles publications œnologiques par la suite. C'est des choses qui sont connues mais qui n'avaient jamais été trop diffusées parce que les firmes qui vous vendent les levures, enfin qui essaient de vous les vendre en tout cas, ont toujours préféré faire des séchages, de la sélection, etc., plutôt que de dire, vous avez une souche qui va bien, vous la conservez vous-même au domaine, il suffit de la mettre dans une bouteille et de la mettre, au congèle, quoi. Bon. Après, on n'avait pas de répétition. Donc je dirais que c'est des chiffres à titre indicatif. On a à peu près 10% de levure morte. On n'a pas fait des comptages statistiques. Donc c'est des résultats à prendre large, quoi. Je dirais que ce qu'il faut retenir de l'essai qu'on a fait, et nous c'était le but, c'était pas de savoir exactement le taux de mortalité année après année, c'était de savoir si au bout d'1 an, quand j'enlève mon bidon, j'ai encore suffisamment de levure active pour pouvoir refaire une fermentation, quoi. Après ça chute, il y a un petit peu moins de levure, mais ça peut remonter sur le prochain. Enfin, voilà, on n'était pas forcément dans des conditions d'homogénéité. Parce que la lie est quand même, c'est déjà un peu épais, etc. Donc ça peut venir de là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous les congelez, vous avez à peu près vous avez quasiment pas de mortalité qui est due à la congélation. Et la conservation également est très bonne, de la lie, tant que si ça part pas dans tous les sens, s'il n'y a pas d'altération microbienne, elles sont toujours là. Alors ce système-là, il remplace les pieds de feu, on met tout à fait. Ouais. Et après, il faut quand même redémarrer un travail d'acclimatation, en général. Plus les conditions vont être difficiles, plus ça va être long et plus il faut être soigneux. Mais vous pouvez après repartir de là, soit pour faire un levain au printemps sur la cuvée qui veut pas redémarrer, soit faire votre prise de mousse tranquillou, quoi. Alors ça, on n'a pas essayé sur le très long terme. Le problème de conserver les bidons comme ça, c'est que vous avez un effet de tassement au bout d'un moment, surtout en petits contenants. Et ce que les levures n'aiment pas, c'est la proximité. C'est-à-dire que le fait que les levures se touchent est un facteur de stress pour la levure. Elle a beaucoup de mal à adapter sa membrane, donc plus c'est tassé, moins ça va être vivant. Là, on va commencer à mourir, quoi.
Bah, l'utilisation, on s'était amusé à regarder sur des très vieux effervescents, des trucs qui étaient restés 5 ans sur latte. On avait encore un taux de viabilité de la levure dans le bouchon dégorgé qui était impressionnant, quoi. On était aux alentours de 30% de mortalité uniquement. Voilà. Donc on a des levures qui savent se mettre en mode économie et survivre même dans des conditions qui nous semblent difficiles, quoi. Oui. Alors en général, on va plutôt choisir, là c'est, par exemple chez nous, ça serait un Riesling, donc qui est le cépage qui fermente jamais. Si jamais on a un Riesling qui bombarde, là c'est clair que nos vignerons qui sont habitués vont tout de suite garder les lits, ou on va avoir le réflexe d'en garder les lits si on veut tirer le crément, quoi. Là, on a peu de diversité. Par contre, c'est des levains qui sont qui sont plutôt des. Vous allez les sélectionner. On est en fin de fermentation d'un vin qui a bien fermenté, donc on va avoir une surreprésentation de la levure Saccharomyces, de la levure de vinification par rapport à l'ensemble de la diversité. Et là, vous avez des levures qui sont sélectionnées pour faire fermenter pour faire la fin de la fermentation. Si vous utilisez ça, alors si vous êtes sur des problématiques de volatiles récurrentes, d'altération, ça peut être une piste, la cuve qui va bien de l'année d'avant, de la conserver pour pouvoir inoculer le reste. Si vous avez, par contre, si vous utilisez ça, on va avoir un champ microbiologique, un champ enzymatique beaucoup plus resserré que ce qu'on va avoir sur une fermentation spontanée avec des espèces dans tous les sens et une diversité beaucoup plus intéressante, quoi. Donc là, c'est vraiment des applications pour les effervescents, pour la cuvée qui reste accrochée au printemps et voilà, en prévision de ça, quoi. Chez nous, c'est dur, hein. Enfin, on a quasiment 80% des vins qui vont faire la malo parce que les gens sulfitent peu, donc non, c'est plutôt voilà. On va juste éviter de sélectionner la cuvée qui a 2 grammes de volatile, c'est déjà pas mal. Mais non, ouais. Non, on a aussi des bactéries dedans, hein. Et on a la même chose en essai sur des bactéries lactiques. Alors c'est un petit peu plus galère à compter, à dénombrer, mais vous avez un taux de conservation de la viabilité de la bactérie lactique intéressante. Donc c'est aussi des choses que vous pouvez faire si vous avez des vins à fort degré sur des malos qui sont à chaque fois difficiles, ou des arrêts ou des choses comme ça. Congeler vos propres lignes malo pour pouvoir relancer vos malos de l'année d'après, c'est une bonne chose, quoi. Après, il faut pas. Enfin, si les malos sont difficiles, ça peut aussi, ou vos fermentations difficiles. Je veux dire, ça ouvre des champs de réflexion. C'est pas parce que vous avez une réponse technique qu'il faut fermer la machine à question, quoi. Quelle proportion, toi, une bouteille, tu fais combien? Alors, ça dépend de la taille du congélateur. Sur un levain effervescent, on va être à 1 ou 2% de volume final relancé pour pouvoir lancer la fermentation sur l'ensemble, quand même. Et pour une reprise de fermentation, c'est toujours pareil. Plus on va prendre son temps, plus on va avoir un levain qui s'acclimate doucement, plus la levure va avoir le temps de s'habituer, de s'adapter, et plus elle va être performante dans la cuve dans laquelle vous allez l'amener, quoi. Donc si les conditions sont déjà difficiles, c'est vrai que ça vaut le coup de mettre du soin et de prendre du temps pour réacclimater, quoi. Si vous n'avez pas de congélateur, oui. Des lits fraîches en soutirant 15 jours. Tout à fait, ouais. Nous, on a juste c'était vraiment, il y avait ça, on avait développé comme ça parce qu'on a les effervescents, et si on les tire trop tôt, on tire sur des caves froides et on a des soucis de tartre, hein, et voilà. Bon. Et le prestataire de service est en vacances aussi, en général, pendant les vendanges, ou juste après les vendanges. Donc on n'a pas forcément la même temporalité entre la disponibilité de la lie. Mais tout à fait, on peut les prendre fraîches, elles sont certainement plus sympas que passer au congélateur. Au bout de 7 à 8 mois d'élevage. Oui. Oui. Jamais soutirer. Oui. Tout à fait, ouais. Ouais. Tout à fait, elles sont encore vivantes, hein. Elles sont encore... En
fait, la question c'était est-ce qu'on doit passer par, enfin, est-ce qu'en fin d'élevage, sur des vins qui n'ont pas été soutirés, qui sont sur lit total, bien sûr, on peut utiliser les lies, elles ont encore leur potentiel fermentaire. Hein. Si elles ne sont pas calées au fond par 10 grammes de sulfite, elles gardent leur vitalité, elles gardent leur capacité de fermentation. Il leur faut juste un petit peu de temps pour se réveiller, comme celles qui sortent du congèle. Mais oui, c'est encore mieux si on peut faire comme ça, hein. Ça c'est clair. Voilà. Donc il fallait... Donc ce qu'on a également, voilà, ce qu'on voulait vous entretenir aujourd'hui, c'était un petit peu un travail qu'on fait sur l'information homéopathique. Donc c'est venu d'un vigneron qui s'appelle Patrick Meyer, qui fait des vins sans sulfite hein, pour la plupart. Et du coup, la question c'était un peu ça, c'était qu'on avait des vins nature. Qui était très joli en cuve, qui lui allait bien dans le style, dans ce qu'il voulait exprimer de son terroir. Et on avait un souci, un souci, c'est pas vraiment un souci, mais on avait des écueils au moment de la mise en bouteille, où le fait de mettre en bouteille, le fait de séparer le vin, de passer d'une cuve, peut-être un organisme en milliers de petites bouteilles, on a souvent une perte d'information, une perte d'unité, et ce qui conduisait un peu à ce qu'on reproche beaucoup au vin nature, c'est ce côté vous ouvrez une bouteille, elle est réduite, la prochaine elle est oxydée. On avait également chez ce vigneron-là, c'était assez étrange, on avait des troubles. Les vins sont légèrement filtrés, mais on avait des vins qui, certaines bouteilles troublaient fortement juste après la mise en bouteille, ça se résorbait, ça venait, ça vient. Et donc Patrick, on était arrivé à n'utiliser du sulfite que un petit gramme, un demi-gramme, 1,5 grammes, juste avant la mise en bouteille. Et dans le dialogue avec lui, en réfléchissant, en fait, on sait que c'est des vins qui vont être élevés avec un fort contact avec l'oxygène, souvent des cuves pas pleines. Et le fait de mettre 1 gramme de soufre nous interrogeait, nous, en tant que, avec notre approche cartésienne et chimique, parce que le gramme de soufre servait à rien. D'un point de vue physico-chimique, l'oxygène qui était déjà dissous dans le vin, les composés qui vont déjà combiner le soufre avant qu'il commence à être utile, à être efficace et efficient contre l'oxygène, la dose de sulfite, 1 gramme juste avant mise en bouteille, était largement insuffisante pour ça. Et pourtant, quand on avait ce petit gramme avant la mise en bouteille, et c'est le cas de beaucoup de vignerons qui sont dans des démarches comme ça, vous avez un effet de rectitude, d'unité dans le tirage, qui fait que ça nous a beaucoup interrogés. Donc on est parti, on a essayé de réfléchir en se disant, visiblement, on n'a pas une action physico-chimique sur le vin. Ça suffit pas. Alors on a dit à Patrick, tu mets 10 grammes. Et là, il n'était plus d'accord. Donc on a essayé de trouver un moyen de récupérer cette petite information, ce petit gramme qu'on mettait, pour pouvoir le mettre en œuvre et essayer d'avoir des effets similaires, mais sans avoir utilisé de sulfites qui viennent de la pétrochimie. Et donc on a réfléchi, on a parlé avec lui, puis on a proposé l'homéopathie comme mode d'information, de transférer de l'information. Alors pour faire un rapide petit point sur l'homéopathie, le principe, c'est on va partir d'une solution mère qui porte un principe actif. Là, nous, on est parti de soufre gemme, donc de soufre qui vient de cristaux de soufre, très jolis, qui viennent de mine, qu'on a réduit en poudre. Et on va passer, donc c'est notre teinture mère, notre solution mère, et par dilution et succion successive, on va obtenir différents CH. Le CH, c'est le mode de dilution. Donc là, on est parti sur des dilutions centésimales, c'est-à-dire qu'on va prendre 1% de ma solution mère, qu'on va mettre dans 99 volumes d'eau. On va faire une étape de succion. Et
Et on va passer d'une étape à une autre comme ça. Donc entre chaque étape, on va faire une dilution qui va être de l'ordre, qui va être centésimale au centième. Alors pour donner un petit ordre de grandeur, quand on part d'une teinture mère, quand on arrive vers CH10, CH12, on arrive à de l'ordre de 1 atome de la solution mère présente, un seul atome de la solution mère présente dans CH12. Et quand on arrive vers les hautes dilutions, vers des dilutions plus importantes, aux alentours de CH20, la part de solution présente est à peu près la part l'image qu'on peut se représenter, c'est un atome parmi tous les atomes de l'univers. Donc on a nettoyé tout ce qui pouvait être principe actif, comme avec la silice qui est inerte et qui ne se dissout pas quand vous faites votre préparation. Mais on va essayer de conserver cette information. Alors on a commencé à travailler comme ça, et puis ensuite, comme on a un laboratoire qui nous a coûté de l'argent avec des machines, on a essayé de voir un petit peu ce qui se passait d'un point de vue analytique. On a fait ça sur plusieurs vins qu'on a laissés dans des petits pots, puis on les a laissés s'oxyder pour essayer de forcer le trait un petit peu et puis de voir un petit peu quelle était leur capacité de résistance à l'oxydation. Donc on avait des petites vagues, on avait des petites différences. Celle-ci était, alors ça nous a déjà bluffé, on avait 3 vins différents sur le premier essai, et en fait on avait des petits pics, des petites vagues qui étaient sensiblement égales en fonction des vins. Donc on avait des choses qui ressemblaient au soufre, qui avaient un effet dans la direction du soufre, des jus qui étaient moins colorés, qui avaient une aptitude à la combinaison plus faible du soufre libre. Et puis on avait des choses qui, au contraire, on avait des CH, des dilutions homéopathiques, qui avaient tendance plutôt à oxyder le vin. Donc on les a gardées dans notre tête, celles-là, on a regardé un petit peu. Donc un mécanisme d'énergie, de synergie ou d'antagonisme. Et puis on avait une dilution, là c'est la toute dernière qui est encadrée, c'est la 41. Et alors là, je ne sais pas comment on a fait, mais on avait 3 fois un gros pic qui était quasiment inexplicable en fait. Au niveau de la couleur, des caractéristiques optiques du vin, on avait pris des vins blancs et on commençait par exemple à absorber dans le violet, dans le bleu. Ils avaient une teinte bleue, alors que dans les vins blancs, normalement, il n'y a pas de bleu. Et ça 3 fois. On s'est dit, mince, on a une contamination, un truc, on a remis en cause nos expériences. Et puis, on est parti sur quelques dilutions, puis on a commencé à faire un travail de dégustation. Alors, on a pris les vins à la mise en bouteille, et à la mise en bouteille, on mettait 1 gramme de soufre, on laissait un truc témoin, et des bouteilles avec des différentes solutions. Et première dégustation, on goûte, on avait des différences. La deuxième dégustation, on goûte à tout à l'aveugle, on avait de nouveau à peu près les mêmes trucs. Puis après on s'est dit, tiens, on va essayer de les reconnaître et tout. Donc on a les chaussettes dessus et on s'est pas trompé, quoi. On arrivait à retrouver le témoin, on arrivait à dire ça c'est CH5, ça c'est CH machin et ça c'est CH41. Donc ça nous a vraiment questionné. Et depuis qu'on a cette démarche, donc chez Patrick Meyer et chez d'autres vignerons, ils ont réussi ils se passent de ce gramme-là au moment de la mise en bouteille. Donc, ils sont dans leurs objectifs éthiques, de pureté, de choses. Voilà. Après, ce qu'on a observé aussi, c'est qu'on avait des caves qui étaient extrêmement réactives. C'est même pas une question si le vin était sulfité avant. Enfin, on a des vins qui répondent très fort. On a des directions qui sont données au vin. Je dirais même quasiment des convictions qui sont transmises. Donc ça permet aux vignerons de donner une impulsion. Pour nous, c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir un petit mode de communication avec le vin. Et également, toujours dans cette optique de dire, on passe de quelque chose d'un environnement stable dans la cuve, etc. Et le chaos de la mise en bouteille fait qu'on désorganise tout ça. Et les solutions homéopathiques dans pas mal de domaines nous aident le vigneron à rattrouper tout ça quelque part.
Et c'est assez... on relie ça avec le rôle architecte ou structurant ou formalisant de l'élément soufre. Après, on travaille avec différentes personnes. Ce qui nous semble important, c'est qu'on respecte le principe d'individualisation là-dessus. C'est que je dis pas que ça marche ou que ça fonctionne ou que ça donne ça. C'est une possibilité, c'est une opportunité pour répondre à certains types de problématiques, quoi. La solution mère, c'est de la poudre lui-même? Ouais. Non, on a alors sur d'autres essais qu'on fait en ce moment, on travaille sur l'homéopathie en phase gazeuse, en solution mère. Là, c'était essentiellement de la poudre. Et on fait, pour la petite histoire, on a une eau magique au Mont-Saint-Odile, qui est l'eau du Mont-Saint-Odile, enfin en Alsace, qui est l'eau du Mont-Saint-Odile, et qui a des propriétés vraiment géniales, parce que c'est une eau qui ne pourrit pas, ce qui nous permet une bonne conservation des solutions homéopathiques. Et alors je vous encourage à le faire, à essayer, ne serait-ce que, même peut-être pas pour les mettre sur le vin, parce que nous, la journée homéopathie, c'est vraiment la fête. On sort, on prend notre verrerie, on va se mettre dans un endroit cool au milieu des vignes où il y a toujours du passage. Et puis voilà, on fait tout à la main, au milieu de la nature, quand on a envie de le faire. Et alors, je ne sais pas si après ça fait quelque chose de vraiment intéressant sur le vin, mais quand on a fait ça, on a vraiment passé un super moment. On a une faim d'enfer, parce qu'on a pensé à des choses agréables, à des jolis vins, à des choses qu'on avait envie de consommer. Et du coup, c'est toujours un super moment. D'aller succionner au milieu des vignes, c'est un grand plaisir. Alors nous, on travaille on fait entre 150 et 200 et on travaille autant. Poser la question du nombre de succutions. Dans la littérature, on va trouver 100, 200. Nous, c'est à peu près, on le fait à la main, on fait le KO à la main, en secoué. Une minute, un tout petit peu plus qu'une minute. Je pense qu'on s'est chronométré, on fait à peu près 1 minute 10 à 1 minute 30. En fait, on compte, on avait compté au début. Et le geste est venu vraiment naturellement, donc du coup, voilà. Alors on a arrêté également de travailler, on a expérimenté dans avec d'autres molécules en teinture mère. On avait fait de l'achillée préparée, de l'azote, du carbone, etc. Comme on n'a pas des vignerons qui sont capables de nous donner 1000 litres de vin pour faire des essais, à chaque fois, on travaille avec une amie qui est sensible et ce qui nous avait aussi bien marqué, c'est qu'en fait, quand on lui a demandé, quand on lui a montré les solutions homéopathiques, elle est venue avec le pendule et elle a ressorti des solutions qui étaient égales à celles que nous on avait mis 3 mois à faire avec un matériel coûteux de laboratoire. Donc c'était très intéressant. On a vendu tout le matériel du laboratoire, on a acheté des pendules. Mais c'était très intéressant de voir que qu'on avait des résultats, on va dire là c'est pas des résultats qui seraient fiables statistiquement, mais ils vont se rapprocher de ce qu'on avait trouvé avec une approche sensible. On essaie de travailler sur des dimensions, sur d'autres dimensions qui sont la tempérance microbiologique, éviter que les bactéries lactiques, par exemple, prennent le dessus sur la fermentation. On a essayé de travailler également sur le côté gestion des fermentations, essayer de favoriser la levure. Voilà, on est de l'ordre d'essais là en cuve, et donc c'est un peu difficile pour nous parce qu'on n'a pas forcément les moyens de gérer des essais en microvinification. Ça prend beaucoup de temps pour tester. Et pour la petite histoire, un jour, on avait donc avec l'amie qui faisait le pendule, elle nous a dit « Ah tiens, il faut absolument faire ça ». Et puis elle insistait pour la gestion des fermentations, c'est fantastique et tout ça. Ouais. Alors on a essayé une solution. Puis c'est vrai que c'était des cuves qui étaient quasiment à l'arrêt. Donc tu mets dedans, on fait l'essai sur une cuve à l'arrêt, on va chez un autre vigneron, et puis 2 jours après, il y avait tout qui bloup, bloup, bloup,
qui refermentait. On était mi-décembre, c'était génial. Le vigneron était super content. Sauf qu'en fait, on avait déclenché des malots partout, quoi. Et les cuves sur lesquelles on n'avait rien fait, il n'y avait pas de malo. Bon, alors c'est pour ça que c'est des... Enfin voilà, on est dans le subtil, on est dans des choses qui sont fines, qui sont à s'approprier par le vigneron. C'est surtout pas des choses voilà, qui doivent être déconnectées de la démarche personnelle que vous pouvez avoir. Et voilà. Pour bien comprendre, l'information homéopathique, oui. l'apporte au cours de l'élevage. Alors, nous, on a sur les essais, par exemple sur la microbiologie, on le fait dès le début des fermentations ou à mi-fermentation. Après, on a Patrick Meyer, par exemple, avec lui utilise cette solution CH41 parce qu'il adore des choses qui sont très définies, très minérales, très traçantes. Il aime les choses qui sont dénuées d'organique, des choses qui sont vraiment... lui, il aime bien le vin quand ça ressemble à de l'eau minérale. Et d'ailleurs, on boit du Patrick Meyer comme on boit de l'eau minérale. Et du coup, là, lui, il va l'utiliser plusieurs fois en vinification quand il sent qu'il y a des petites faiblesses. Voilà. C'est comme ça qu'il s'est approprié cette démarche-là. Et toi, sur tes essais, c'est un apport qui a été fait en Ah là, nous, quand on a fait des essais, c'était sur vin fini. Ouais. Et en fait, il fallait qu'on puisse avoir quelque chose de suffisamment homogène parce que quand on a commencé à séparer, qu'on n'ait pas de piqûres ou des choses comme ça, on a pris un vin stable, entre guillemets, d'un point de vue microbiologique pour pouvoir mesurer après l'effet de chaque solution, quoi. Ok. Bon, on va... Si vous avez d'autres questions ? Une question. Oui. Vous avez aussi travaillé des corsacovianes. Oui. Ça, c'est cool parce qu'on ne fait pas le ménage entre... Alors... Vous avez travaillé avec des corsacovianes. Alors, vous avez grosso modo trois familles de dilution. Vous allez avoir des dilutions centésimales, décimales et corsacoviennes. Alors, corsacovienne, c'est cool parce qu'en fait, vous utilisez beaucoup moins de verrerie. Le principe étant vous faites votre teinture mère, vous videz et vous remettez de l'eau dedans. Donc, vous utilisez un seul récipient. Ça permet de gagner un petit peu de temps. La première fois qu'on a poussé dans des hautes densités, on a fait en corsacovienne parce que sinon on avait beaucoup trop de petits pots. Et là, on fait plutôt en centésimale parce qu'on conserve l'ensemble, vu qu'on travaille, vu qu'on fait des essais sur l'ensemble de la gamme. J'ai l'impression que la corsacovienne, ça claque un petit peu plus. Mais après, pour des raisons pratiques et d'expérimentation, on garde le tout. Pardon ? Peut-être moins précis, mais en tout cas, nous, c'est là où ça marchait fort. Je sais pas, ça a été, voilà, dans le ressenti, en fait, c'est une dilution qui avait une force un petit peu supérieure, quoi. Alors, en fait, je dois vous avouer qu'on est parti complètement... on a pris ce qu'on savait faire, ce qu'on pouvait faire. Donc, on est parti sur centésimale. C'était la première chose. Je suis persuadé que comme dans beaucoup de choses dans le subtil, on peut faire... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Mais nous, on essaie de se limiter à un seul champ d'expérimentation parce qu'après, sinon, on préfère essayer d'approfondir des choses plutôt que d'élargir trop. Voilà. Oui. Oui. Alors, on a des vignerons qui font l'un ou l'autre ou les deux. Ouais. Le marc sent un petit peu le marc, un petit peu plus fort. J'ai l'impression que ça marque un chouille plus les vins avec du marc pressé que quand on force la dose, que quand on utilise des raisins frais juste égrappés comme ça. En général, oui, ils le mettaient comme ça. Ouais. À la fin de la fermentation, c'est génial. Vous avez des petits sacs de vin qui sont croquants. Quand vous les ressortez 6 mois ou 1 an après, vous avez des petits trucs qui sentent le vin, qui sont croquants, avec une
où la peau est complètement lavée, infusée complètement. Donc vous avez du genre c'était la fille d'un vigneron qui parlait de vin solide avec ses petits raisins au vin, qui avait infusé pendant, voilà, pour le coup, pendant quasiment 1 an. Voilà. Attends. Oui. Tout à fait, surtout. La question était, est-ce que vous en avez parlé avec les médecins anthroposophes, puisqu'on est sur de l'utilisation de médicaments homéopathiques avec le sulfure et qui ont un impact sur la... Tout à fait. On travaille avec un médecin qui, lui, nous a en plus aiguillé sur, aidé pour sur le travail qu'on fait en ce moment sur des dilutions du coup décimales gazeuses. Et par contre, sur la démarche qu'on avait, sur le fait qu'on faisait comme ça, nos méthodologies, on l'a questionné et il n'y a pas eu d'objection, ou comme on peut soigner un animal, comme on peut utiliser l'homéopathie pour de l'élevage ou etc. Et vous voyez un petit peu la même chose dans ce truc-là. Par contre, je suis preneur de toute de critiques. Oui. Tout à fait, ouais. On va prendre une dernière petite question. Alors, ce qu'on avait fait également, c'est qu'on avait pris quelqu'un qui est allergique complet au soufre ajouté, et on l'avait pris en cobaye. Et cette personne-là, on avait fait sur des dilutions qui se rapprochaient très fort du soufre, etc. Et c'est quelqu'un qui adore le vin et qui maintenant adore la science. Et qui nous a, il n'avait pas les rougeurs et la gêne qu'elle pouvait avoir dans le cas de soufre non homéopathique. Après, voilà, c'est pour ça qu'on y va prudemment et qu'on est à chaque étape plutôt assez lent. Dernière question. Oui. Est-ce que vous travaillez avec les rythmes lunaires, et si oui, comment? Alors, moi, je travaille pas, hein, je regarde les gens qui travaillent. Alors, ce qu'on a observé, c'était un peu court pour vous en parler. Ce qu'on a observé, nous, c'est qu'on a selon les micro-organismes du vin, on va avoir des comportements qui vont être vraiment différents. Ce qu'on a observé parce qu'on a une approche quasiment statistique avec le nombre de vignerons, c'est que la levure va être assez sujette, assez en phase avec la proximité de la Lune, c'est-à-dire avec les coefficients de marée. Quand vous avez des grandes marées, on sait que la levure va avoir tendance à bouger. Et je lirais la bactérie beaucoup plus au cycle montant et descendant, la place de la position de la Lune par rapport à l'horizon. Après, ce qu'on remarque et qui est assez bluffant, c'est que quand les caves commencent à partir en malo ou en piqûre lactique, c'est tout en même temps. On sait aussi que quand vous avez des périodes au niveau lune et qui en même temps, en termes de météo, par exemple cet hiver c'était assez terrifiant, c'est-à-dire qu'on était si on était avec des périodes d'aspiration et qu'en plus dehors on avait grand beau et chaud, là on sait que même si on garde du froid dans la cave, on a tous les désordres microbiens qui viennent en même temps. Ce qu'on essaie, on a pas mal de vignerons qui vont être dans l'observance lune montante, lune descendante pour les dates de sous-tirage ou de mise en bouteille. Mais ce qu'on aimerait bien fouiller avec un petit peu, si on avait du temps, ça serait vraiment ça, ce comportement ces comportements différenciés des micro-organismes en fonction des cycles. Là, c'est sûr que quand on est 10 jours tranquille et qu'en 4 ou 5 jours, on a 10 vignerons qui amènent des piqûres lactiques au laboratoire, tous en même temps, c'est toujours comme ça. L'hiver, c'est sympa. On a 10 jours tranquille et puis après voilà.
Sur les observances de ce que, comme disait Pierre Masson, je dirais que la perception du vin par rapport au type de jour me semble importante. Par contre, sur le travail du vin, racines, etc., j'ai du mal à sentir vraiment des choses profondes. Sur la dégustation du vin, peut-être. Sur le travail, je suis un petit peu plus réservé sur la quantité d'influence du type de journée. Ok, voilà. Merci. Merci à vous.